Bonjour Olivier Favreau. Bonjour. Vous êtes économiste, professeur émérite de sciences économiques à l'Université Paris-Nanterre. Pendant 10 ans, vous avez, notamment en tant que co-directeur du département économie et société du Collège des Bernardins, vous avez travaillé sur le rôle de l'entreprise. Vos recherches ont inspiré le rapport Sénart-Nota sur l'entreprise d'intérêt général, lui-même prélude à la loi Pacte. On a parlé dans une première interview des limites, de la déception que vous aviez sur la loi Pacte, qu'elle ne soit pas assez contraignante sur la façon dont elle inscrit l'entreprise dans l'intérêt général. C'est une révolution juridique, mais seulement pour ceux qui veulent. Est-ce qu'il n'y a pas un deuxième point sur lequel vous pouvez exprimer une déception par rapport aux attentes que vous aviez formulées, mis sur la place publique, celle de la démocratisation de la gouvernance de l'entreprise et d'une meilleure inclusion notamment des salariés dans les instances de gouvernance? Oui, là, la déception est vraiment sensible, parce que dans ce qu'il faudrait appeler le bloc de modernité de la loi Pacte, il y a la fusée à 3 étages, la raison d'être, l'invention des sociétés à mission, très bien, mais il y avait un autre volet, le quatrième, je dirais, qui est ce qui correspond à une avancée dans les méthodes de gouvernance des entreprises, et en particulier l'augmentation du nombre d'administrateurs salariés. Le rapport Nota-Sénart avait proposé un schéma presque proportionnel, c'est-à-dire aujourd'hui en France, depuis une loi de 2017, vous avez un salarié, un administrateur salarié dans les conseils d'administration d'une taille qui va de 1 à 11 et 2 à partir de 11. Et le rapport du comité Nota-Sénart avait proposé un salarié de 1 à 8, mais dès 8, on passait à 2, et à partir de 11, on passait à 3. À partir de 11 de la taille d'un conseil d'administration. De 11 membres du conseil d'administration, c'est ça. Membres, voilà. Et bien, même ceci qui était très modéré, par rapport au reste de l'Europe, ou dans les pays qui pratiquent la codétermination, en général, le pourcentage du conseil d'administration qui consiste en administrateurs salariés de l'ordre de un tiers, vous voyez, on est très en dessous, on est vraiment dans le wagon de queue de la construction européenne sur ce point. Ben même ça n'est pas passé. Et en fait, le nombre de 2 administrateurs salariés va démarrer à 8, mais il n'y aura pas de changement quand le conseil d'administration atteint le seuil des 11 membres. Donc même les très grandes entreprises n'auront que 2 représentants salariés. 2 administrateurs salariés. Au conseil d'administration, alors que vous le disiez, en Europe du Nord, la norme c'est 1/3, en Allemagne c'est la moitié, en fait, depuis voilà, l'après-guerre. L'Allemagne, il y a même un cas encore plus fort, c'est la moitié pour les grandes entreprises. Donc c'est à la fois plus démocratique et ça n'empêche pas la compétitivité, puisque c'est le modèle de l'entreprise en Allemagne ou en Europe du Nord. Alors ce qui est très frappant en effet, c'est que les pays qui pratiquent la codétermination ont 2 caractéristiques. Elles ont un mouvement syndical puissant et en même temps elles ne sont pas les plus maladroites dans la compétition internationale. Donc ça devrait faire réfléchir ceux qui s'opposent à l'extension de la codétermination sur le registre de faire entrer la contestation syndicale à l'intérieur des conseils d'administration et sur le registre aussi ça crée un obstacle aux ajustements nécessaires à l'intérieur des sociétés. En fait, c'est un moyen de résoudre les contradictions, justement parce qu'il y a des ajustements, il y a des tensions dans une entreprise, de résoudre les contradictions par un processus auquel on associe dès le départ les salariés. Alors ce qui est extrêmement intéressant dans la codétermination, si on élève un petit peu le débat, c'est que ce qu'on appelle classiquement le conflit capital-travail, et il ne faut pas se voiler les yeux, il y a un conflit d'intérêts, même s'il y a une zone de coopération tout à fait nécessaire. Cette zone de coopération et de conflit, il est préférable, au fond, qu'elle se déroule le plus près possible de l'endroit où se prennent des décisions à l'intérieur de l'entreprise, plutôt qu'à l'extérieur, au niveau des branches et au niveau des syndicats, des négociations syndicales ou des négociations sociales qui sont sur un espace plus large extérieur à l'entreprise. Et c'est ce modèle que vous auriez souhaité voir figurer dans la loi Pacte qui reste encore à construire en France pour le moins. Merci beaucoup Olivier Favreau pour cet éclairage.